Cet homme sans abri est tranquillement assis dans le train. La paix est bientôt perturbée par l'arrivée d'un groupe de jeunes voyous. Les voyous bousculent deux autres passagers, montrant clairement qu'ils cherchent des ennuis. Un des autres passagers leur montre un pistolet, mais le chef des voyous, Anton, n'en a pas peur. Anton et son groupe parviennent à effrayer les autres gars, qui s'en vont simplement. Après avoir dit à ses amis qu'ils vont déplacer des armes cette semaine, Anton voit l'homme sans abri et pense que c'est le bon moment pour se faire de nouveaux amis. Le jeune fauteur de troubles essaie de voler l'alcool de l'homme, mais celui-ci lui saisit la main et la serre fort. Cet homme n'est pas n'importe quel homme sans abri. En fait, il s'appelle John Reese, un agent spécial qui a vu pas mal d'actions dans le passé. Anton essaie de retirer sa main, mais John la tient fermement. Puis il décide de la lâcher. Mais Anton n'est toujours pas content. Il taquine John, disant qu'il n'a pas apporté assez d'alcool pour tout le groupe. Ces jeunes gars n'ont aucune idée de qui il harcèle. C'est probablement pourquoi ils essaient de coincer John. John agit rapidement et s'occupe d'eux. En leur brisant les mains, en leur donnant des coups de genoux dans les parties sensibles et en leur frappant la gorge juste assez pour les faire halter. Les 5 d'entre eux ont été emmenés au poste de police. L'officier Carter regarde les images de la vidéo, puis entre dans la pièce où John est détenu. Carter plaisante avec lui, disant qu'il aurait dû lui faire une faveur et leur asséner quelques coups de poing supplémentaires. Carter essaie de faire la conversation. John reste silencieux. Mais Carter a une idée pour découvrir qui il est. Elle offre à John de l'eau et remplace son ancien gobelet en plastique par un nouveau. Elle est très prudente en portant le gobelet, le touchant à l'intérieur plutôt que de le saisir comme le ferait un humain normal. Carter s'excuse et donne le gobelet à son homme du service. Le technicien forensique scanne le gobelet à la recherche d'empreintes digitales, puis les compare avec la base de données de la police. Il découvre le vrai nom de John et le fait qu'il a été impliqué dans plusieurs scènes de crime. De plus, il y a 4 mandats d'arrêt actifs contre lui dans 4 pays différents. C'est définitivement un homme avec une longue histoire. Même si Carter aimerait en savoir plus, il est bientôt libéré par un mystérieux avocat. L'avocat l'emmène chez son employeur, Harold Finch, qui veut discuter avec Reese. Apparemment, Harold est un homme riche avec beaucoup d'accès à l'information. Il semble tout savoir du passé de John. Il sait aussi que John essaie de s'enivrer jusqu'à la mort. Alors il proclame qu'il est ce dont John a besoin, c'est-à-dire un but et un travail. Finch l'emmène au centre de New York, pour lui dire que quelqu'un meurt toutes les 18 heures à New York. Mais que se passerait-il s'il pouvait l'empêcher? Finch prétend avoir une liste de personnes sur le point d'être impliquées dans des crimes. Il indique à John une femme nommée Hanson, et lui dit que quelque chose va se passer avec elle. Le problème avec la liste de Harold, c'est qu'il ne peut pas savoir si le nom sur la liste va être la victime ou le coupable. Par conséquent, il veut que John suive cette femme, découvre ce qui va se passer et sauve la victime. D'autre part, John croit que Harold n'est qu'un homme riche qui harcèle son ex-petite amie, alors il s'en va simplement. Les hommes de Harold essaient de l'arrêter, mais John s'en occupe en quelques secondes. Plus tard, Reese passe du temps dans un hôtel, se rasant pour changer d'apparence. Cette nuit-là, Finch lui tend un piège en diffusant l'enregistrement d'un meurtre qui a eu lieu 3 ans auparavant, juste dans la chambre d'hôtel voisine où John passe la nuit. Finch plaisante en disant que John est trop tard, ajoutant qu'il était également en retard pour son amie Jessica. Cela révèle que Reese avait une petite amie qu'il aimait et qu'il a perdue. Bien que John soit en colère contre Finch, il est convaincu de travailler avec lui parce qu'il pourrait potentiellement sauver des gens en s'unissant. Harold l'emmène dans un endroit qu'il utilise comme centre d'opération, et John réalise que la liste de Harold ne contient pas de noms, mais plutôt les numéros de sécurité sociale des personnes potentiellement impliquées dans des crimes. John se met au travail et réduit les ennemis de Hanson à 2 personnes. L'un d'eux pourrait être un avocat nommé Wheeler, qui sortait avec Hanson, mais elle a rompu avec lui. L'autre pourrait être un gangster nommé Pope, qui a été envoyé en prison par Hanson. Alors que John continue de la suivre, il assiste au procès de Pope, où le détective Fusco faisait sa déclaration. Mais après le procès, Hanson réprimande Fusco parce qu'il est sorti du script à son insu. Plus tard, Hanson rend visite à Pope en prison pour lui dire qu'elle pense qu'il n'est pas le coupable du crime qui lui est attribué. John entend au microphone installé dans son téléphone que Pope a un jeune frère nommé Michael, qu'il essaie de protéger, comme cela est impliqué. Pope ment sur le meurtre qu'il a prétendument commis pour protéger son frère des vrais meurtriers, car Michael les a vus commettre un meurtre. Le lendemain, Wheeler entre dans le bureau de Hanson pour en savoir plus sur Mike en fouillant son ordinateur. Donc, John soupçonne qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, les méchants s'attaquent à Michael en premier, mais John intervient et tire sur leur camion avec un lance-grenade. Reese sauve Michael et vole également quelques badges à ces méchants, révélant qu'ils sont des flics corrompus. Reese commence à les surveiller et découvre qu'ils travaillent avec Fusco.
Les flics corrompus tuent des gens pour les faire taire, tandis que Fusco arrête des innocents pour les envoyer en prison. Maintenant, John veut en savoir plus sur la liste de Harold, et ce dernier révèle qu'après l'attaque du 11 septembre, le gouvernement l'a engagé pour construire une machine qui combine des informations sur les gens, en recevant ces informations de toutes les caméras et microphones du pays. La machine produit deux types de listes, l'une axée sur les attaques terroristes possibles et l'autre axée sur d'autres types de crimes. Harold a construit une porte dérobée pour recevoir cette deuxième liste, mais tout ce qu'ils obtiennent sont les numéros de sécurité sociale, donc ils doivent faire du travail pour découvrir ce qui va se passer. John continue son travail tout en croyant que Hanson est en danger. Mais apparemment, Hanson travaille avec les flics corrompus, qui ont également tué Pope la nuit dernière dans sa cellule. Hanson dit aux flics corrompus de tuer également Wheeler parce qu'il creuse trop. Le problème, c'est Wheeler. Alors que Fusco apparaît derrière John et lui pointe une arme à feu, John échappe à la garde de Fusco alors qu'il l'emmène dans le désert pour le tuer et retourne à New York. Les flics corrompus sont sur le point de tuer Wheeler alors qu'ils accusent un voyou, mais Reese est à temps pour les arrêter. Ensuite, il s'occupe de Hanson en mélangeant quelques enregistrements. Enfin, il fait chanter Fusco pour qu'il travaille pour lui parce qu'il va avoir besoin de quelqu'un de l'intérieur pour travailler pour lui. Quelques jours plus tard, John entre dans un ascenseur et commence à parler avec un homme nommé Bill. Il demande à l'homme si les fleurs qu'il tient sont pour sa femme. Mais Reese connaît déjà la réponse. Il commence à dire que certaines femmes abandonnent leur partenaire lorsqu'elles apprennent qu'il les trompe. Mais d'autres femmes embauchent deux gars pour faire croire à un vol qui a mal tourné. Là-dessus, Reese s'occupe des deux gars qui suivent Bill et lui dit d'appeler un bon avocat de divorce. Le lendemain, la machine a un nouveau numéro pour Harold et John. Cette fois, le numéro appartient à une fille nommée Teresa, mais son cas est un peu spécial. Harold emmène John au cimetière et lui dit que Teresa est censée être là. Son père était un promoteur immobilier, mais le marché s'est effondré et il a fait faillite. Cela l'a rendu fou, et il a tué sa famille lors d'un voyage de fin de semaine avant de se suicider. Harold proclame que la machine voit tout. Donc, si son numéro est apparu, cela signifie que la fille est vivante. Reese rend visite à Fusco pour lui demander d'obtenir le dossier de cette affaire de la police, et Fusco n'a d'autre choix que d'obéir. Après avoir lu le dossier, John dit à Finch qu'il s'agissait d'un coup professionnel. Le tueur à gages a fait croire que le père l'avait fait. Il a fait croire qu'il l'avait fait à bout portant, comme si le père l'avait fait. Harold se demande comment Reese le sait et ce dernier explique que c'est ainsi qu'il l'aurait fait. Bientôt, Finch utilise sa technologie pour trouver la fille, et John la poursuit. Teresa comprend qu'elle est suivie et parvient à s'échapper avant que John ne puisse la rattraper. John rend visite à Harold dans un bureau où il semble travailler. Comme il s'avère, Harold possède l'entreprise et y travaille simplement pour pouvoir se cacher à la vue de tous. John donne également à Harold un petit appareil que Teresa a laissé derrière elle. Cet appareil enregistre les informations de cartes lorsque les gens utilisent leur carte de crédit dans les guichets automatiques. Apparemment, Teresa gagne sa vie en volant des informations de cartes et en retirant ensuite de l'argent. Puis Reese lui demande dans la rue d'en savoir plus sur le tueur à gages qui a obtenu le contrat pour la famille de Teresa et apprend qu'un type surnommé Solnik l'a fait. Le tueur à gages est maintenant en prison car il a été arrêté pour une autre affaire. John lui rend visite et lui demande pourquoi il n'a pas tué la fille. Solnik répond qu'il a un code et qu'il ne tuerait jamais un enfant. Il a juste dit à la fille que si elle en parlait à quelqu'un, il viendrait la chercher pour finir le travail. Reese veut savoir qui l'a engagé, mais Solnik dit qu'il n'a rencontré l'homme qui l'a engagé qu'une seule fois et qu'il a été payé en espèces. Aucun nom n'a été échangé. Bientôt, Teresa essaie de vendre des informations bancaires en ligne et Finch est capable de la suivre. Reese la trouve, mais ils sont interceptés par un assassin qui était après la fille. John sauve la fille et l'emmène dans un hôtel, où elle révèle que son père a blâmé son oncle Derek pour ce qui lui est arrivé. John trouve Derek et découvre qu'il a travaillé avec deux grands entrepreneurs pour tuer son frère parce que sa terre lui serait héritée. Ils l'ont fait parce que ce morceau de terre vaut maintenant 40 fois sa valeur d'origine. Ils cherchent maintenant à tuer Teresa, car ils savent qu'elle héritera de la terre de son père si une entité juridique découvre qu'elle est vivante. John trouve l'un de ces grands entrepreneurs et renverse sa voiture avec un grand camion. Reese demande à l'homme d'annuler le contrat sur Teresa, mais l'homme dit que c'est déjà en cours. De retour à l'hôtel, l'assassin essaie de trouver Teresa, tandis que Harold essaie de faire sortir la fille par la porte de secours. L'assassin les trouve et leur pointe son arme, mais John apparaît à temps et tue l'assassin. Un jour plus tard, John appelle l'agent Carter et lui dit qu'il est temps qu'ils se rencontrent. Carter amène quelques officiers secrets avec elle, mais la seule chose qu'elle trouve, c'est Teresa. Quand elle emmène la fille au poste de police pour la réunir avec sa tante, Carter essaie d'extraire quelques informations d'elle.
Mais la fille prétend que son expérience douloureuse lui a causé une sorte de traumatisme et qu'elle ne se souvient pas de beaucoup d'informations sur l'homme qui l'a aidé. Finalement, Rhys rend visite à Harold dans son bureau à nouveau, mais ce dernier a déménagé dans un autre bureau. Lorsque John l'appelle, Harold lui rappelle qu'il est une personne très privée et demande à Rhys de ne pas l'appeler. Harold ne l'appellera que lorsqu'ils auront besoin de parler. Harold et John n'ont pas beaucoup de temps libre pour se reposer, car la machine leur donne bientôt un nouveau numéro. Finch découvre que le numéro appartient à un homme nommé Joey, qui était soldat dans l'armée et a reçu diverses médailles pour sa bravoure. Rhys commence à surveiller Joey, qui travaille comme groom dans un hôtel. Bientôt, Joey envoie un message étrange à un numéro et quitte le travail. John le suit, et il se retrouve dans une banque. John est incapable de faire quoi que ce soit, car il est cloué au sol. Le garde essaie d'attraper son arme, mais John l'arrête car ce n'est pas une bonne idée. Après le vol, Harold veut en finir avec cette affaire et suggère de remettre Joey à la police avant que quelqu'un ne soit tué. Cependant, Rhys veut savoir comment un si bon soldat s'est retrouvé impliqué dans des braquages de banques armées. Il surveille Joey pendant un certain temps et découvre qu'il est connecté à un réseau d'anciens soldats qui commettent des vols. Rhys trouve les informations dont il a besoin pour construire une bonne histoire et rencontre un ancien sergent nommé Sam qui possède un bar. Il prétend chercher un emploi bien payé et un supposé ami marin décédé lui a suggéré Sam dans le passé. Quelques jours plus tard, Finch met en place le chauffeur de l'équipe pour qu'il puisse être arrêté par la police. Cela ouvre une place pour Rhys pour faire partie de l'équipe et il a sa première rencontre avec Joey et son équipe. Pendant ce temps, Carter regarde les images de la banque et voit le dos du corps de John sauvant le garde de sécurité en l'empêchant de saisir son arme. Lorsque John rencontre à nouveau Harold, il affirme que Joey n'a pas l'air du genre de gars qui tuerait quelqu'un. C'est une chose de tuer quand on est en guerre et une autre de tuer des innocents. Rhys fait semblant de rencontrer Joey au hasard et commence à lui demander quand ils vont faire un travail. Joey explique que cela dépend de Sam car c'est lui qui donne les ordres. Les deux hommes se rapprochent un peu après s'être battus avec deux banquiers. Donc Rhys commence à demander si Joey a des enfants parce qu'il sait que ce soldat est connecté à deux femmes différentes. Joey veut garder ses affaires privées, alors il dit simplement qu'il a des obligations à prendre en charge. Quelques jours plus tard, le gang appelle Rhys pour une mission. Alors que la police parvient à découvrir l'identité de l'un des membres du gang, le groupe vole un site de jeu clandestin appartenant à la mafia. Et il quitte les lieux, juste avant l'arrivée de la police. Sam prépare l'équipe pour un autre coup, et Harold pense qu'il est temps d'y mettre fin. Rhys demande un peu plus de temps car il veut protéger Joey. Il a appris que l'une des femmes qu'il rencontre est sa petite amie, tandis que l'autre est la femme de son copain de guerre. Son copain a une fille, et Joey s'est donné pour mission de rassembler de l'argent pour elle afin qu'elle puisse grandir confortablement. Sa femme vient d'avoir un bébé. John rejoint le gang dans leur prochaine mission, qui consiste à voler les preuves d'une affaire qui a quelque chose à voir avec quelqu'un nommé Elias. Finch découvre que Sam prépare l'équipe et le prévient. Lorsque les gars remettent les dossiers d'affaires à Sam, il les tue, mais Rhys parvient à sauver Joey et lui conseille de quitter la ville. Plus tard, Sam remet les preuves de l'affaire à une personne inconnue. Lorsque Rhys le trouve, Sam est déjà mort. Après tout le stress que ces gars subissent, Harold décide qu'il est temps pour lui de rendre visite au médecin. Bien qu'il ait mal au dos et ait besoin de pilules, son principal objectif est de voler la radio de l'hôpital du Dr Tillman. La machine reçoit son numéro et les gentils doivent découvrir ce qui se passe avec elle. John commence à la surveiller et se rend compte qu'elle est assez solitaire. Elle ne pense qu'au travail. Une nuit cependant, Tillman décide de sortir, et un homme la drague. Il essaie de la suivre, mais Rhys s'en occupe. Mais de retour dans le club, Rhys voit un homme nommé Andrew, qui a bousculé Tillman plus tôt dans la journée. Rhys lui rend l'appareil et découvre que cet homme transporte de la drogue avec lui. John apprend du barman que Tillman visite le club tous les soirs seul. Très probablement, elle a attiré l'attention d'Andrew. Le lendemain, John pénètre dans l'appartement d'Andrew et vole ses fichiers de son ordinateur. Lorsqu'il les examine avec Harold, il découvre qu'Andrew est un prédateur et qu'il est constamment à la recherche d'opportunités pour exploiter les femmes. Il a également un casier judiciaire de l'université, mais ce casier judiciaire a été officiellement effacé. Pendant ce temps, Carter examine les images de l'équipe de John lorsqu'ils sont entrés au siège pour voler les dossiers d'affaires. Elle comprend que l'un des voleurs a eu une brève interaction avec Harold, et il. Plus tard dans la nuit, John regarde Andrew approcher Tillman dans le bar. Les deux ont une brève rencontre de flirt avant de quitter le bar. Andrew invite Tillman chez lui, mais la docteure n'est pas d'humeur. Alors qu'Andrew s'éloigne,
Tillman le suit et utilise une caméra pour zoomer et observer ses mouvements de plus près. John appelle Finch pour lui dire qu'Andrew ne harcèle pas Tillman, mais plutôt que la docteure harcèle le banquier. John va voir Fusco pour l'aider à obtenir l'ancien dossier d'Andrew. Lorsqu'il le lit, John met les points sur les i. À l'université, Andrew a été accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme. Mais les charges ont été abandonnées car rien n'a pu être prouvé puisque la fille avait 2 jours de retard pour signaler l'incident. Plus tard, cette fille a commis l'impensable en consommant trop de drogue. Mais cette fille n'était pas n'importe quelle fille, c'était la sœur du docteur Tillman. Donc, la docteure cherche à se venger. La machine leur a donné son numéro parce qu'elle va essayer de tuer Andrew. Quant à Harold, il reçoit la visite de Carter, qui lui demande ce que le voleur lui a dit. Bien sûr, Harold ment et prétend que le voleur lui a dit de ne pas le regarder. Pendant ce temps, John poursuit son enquête et découvre que Tillman a acheté suffisamment de produits chimiques pour dissoudre le corps d'Andrew après l'avoir tué. Le plan de John est de faire disparaître Andrew d'une manière ou d'une autre afin que Tillman ne puisse pas exécuter son plan. Reese fait ce qu'il a en tête et provoque un accident avec la voiture d'Andrew alors qu'il est chargé de drogue. La police arrête Andrew, mais il laisse libérer le lendemain. Reese pense que cela ne devrait pas se produire. Mais Fusco explique que ce type est riche et a 4 avocats avec des costumes plus chers que son salaire annuel. Cette nuit-là, Tillman entre dans l'appartement d'Andrew et le paralyse. Ensuite, il le drogue et le transporte dans sa camionnette en fauteuil roulant. Cependant, John intervient et demande à Tillman de s'asseoir avec lui parce qu'il sait qui elle transporte à l'arrière de sa camionnette. « Guy, tu t'es retrouvé attaché à l'arrière de la camionnette. » John parvient à la convaincre de ne pas tuer Andrew, car si elle le fait, la partie la plus importante d'elle-même mourra. Tillman n'est pas un tueur, mais plutôt une personne qui aide les gens. Reese emmène Andrew dans un endroit isolé, et les 2 hommes entament une conversation intéressante. En fait, John essaie de déterminer s'il devrait permettre à Andrew de vivre, parce que les gens peuvent en changer, ou s'il devrait le tuer, parce que les gens ne changent pas. John se demande s'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde, ou s'il n'y a que de bonnes décisions à prendre. Il se demande également s'il regrettera plus de laisser Andrew vivre ou de le tuer. Finalement, John demande à Andrew de l'aider à prendre une bonne décision, et l'épisode s'arrête là. Quelques jours plus tard, la machine donne à Finch le prochain numéro de sécurité sociale qui correspond à un homme nommé Samuel Gates. Samuel travaille à la Cour suprême en tant que juge, et la rumeur dit qu'il est très juste. C'est un juge dur qui a déclaré la guerre au crime. Par conséquent, il n'est pas improbable qu'il se soit fait de nombreux ennemis. John le suit et se rend compte que quelques gars sont après le juge. L'un d'eux est sur le point de faire un geste, alors Reese se prépare à se battre. Mais alors il voit l'homme sortir son téléphone, envoyer un message et le jeter à la poubelle. John se retourne pour attraper ce téléphone et lit un message qui parle du fils de Samuel qui termine ses études. John dit qu'ils ont suivi la mauvaise personne. « Je pense que nous avons suivi le mauvais Sam Gates. » Pendant ce temps, de méchants gars essaient d'enlever le fils de Samuel. Reese essaie d'arrêter ces hommes et se bat avec eux. Mais l'un d'eux sort un pistolet et lui tire dessus. Reese tombe inconscient tandis que les méchants emmènent l'enfant. Bientôt, le juge reçoit un appel téléphonique des ravisseurs qui lui disent qu'ils ont son fils. Ils lui demandent d'attendre leur appel et de ne pas en parler à personne. Le juge est dévasté par cette nouvelle, alors John décide de se rapprocher de lui pour essayer de l'aider. Il dit au juge que les ravisseurs garderont son fils en vie tant qu'il leur sera utile. Samuel veut savoir qui est John, mais il n'est que quelqu'un qui essaie d'aider. Les deux se rendent chez le juge, et l'homme se demande comment les ravisseurs ont pu passer outre son alarme. John dit au juge d'attendre le prochain appel des ravisseurs pendant qu'il se rend chez la nounou. Ce faisant, il est au téléphone avec Finch, qui essaie de pirater la compagnie de téléphone cellulaire afin de retracer l'appel téléphonique que les ravisseurs ont passé au juge. Pour l'instant, Finch ne peut pas le faire. Alors que Reese découvre que la nounou est morte, très probablement, les ravisseurs ont pu passer outre l'alarme en extrayant le code d'elle. Les ravisseurs ont tué la nounou. Plus tard, Finch aide John à trouver l'un des gars qu'il a vu plus tôt, et Reese le bat. Lorsque l'homme tombe inconscient, John découvre sa poitrine et se rend compte qu'il a un tatouage qui signifie qu'il est membre d'un gang appelé SP9. À l'origine, ce gang est d'Europe de l'Est, mais ils sont maintenant ici où ils ont ouvert une branche à New York. Cette nuit-là, les ravisseurs appellent le juge, mais ce qu'ils veulent, ce n'est pas de l'argent. Ils veulent que le juge rejette l'affaire d'une femme nommée Angela. Si la femme est libre, alors ils rendront son fils à Samuel. Quand il raccroche, le juge révèle que le cas d'Angela est simple. Elle a renversé quelqu'un et l'a abandonné. Pendant ce temps, Finch apprend que le gang SP9 a étendu ses opérations et qu'il a établi une présence dans environ 18 pays.
Le lendemain, Samuel doit juger le procès d'Angela, et il l'aide à bien se dérouler. Il tergiverse le plus longtemps possible avant de prendre une décision. Le chef du gang l'appelle pour lui demander d'arrêter de jouer, mais Samuel proclame qu'il doit le faire de la bonne manière. Quant à Reese, il a interrogé le gars qu'il a attrapé plus tôt et a obtenu l'emplacement d'un endroit où l'homme va se faire payer. Il se rend sur place et trouve un demi-million de dollars après avoir battu 2 gars qui gardaient l'argent. Finch écoute la conversation d'Angela avec le chef du gang au téléphone et met les points sur les i. Angela travaille dans une banque qui produit une sorte de logiciel qui repère le blanchiment d'argent, mais elle peut l'éteindre d'un clic sur son ordinateur. Très probablement, elle travaille avec le chef du gang pour l'aider à blanchir son argent. Le gang utilise des méthodes de paiement en ligne pour payer ses dépenses, y compris les actifs humains tels que les avocats. Le lendemain, Finch fait semblant de travailler à la banque et vole des informations sur les serveurs. Alors que le procès continue, John essaie de trouver le fils de Samuel, mais l'enfant n'est pas à l'endroit où John croyait qu'il était. Comme le juge n'a pas de nouvelles de lui, il est obligé de libérer Angela de toutes les charges. Le chef du gang appelle Samuel pour aller chercher son fils, mais John sait qu'ils vont tuer le juge. Lorsque Samuel arrive sur place, les méchants lui demandent de dire au revoir à son fils. Mais Reese apparaît avec Angela et cite les informations qu'il connaît. Angela éteint l'algorithme pendant 3 minutes chaque matin dans la banque pour que le SP9 puisse effectuer ses transactions. C'est ainsi qu'elle est connectée à la banque. Le chef du gang pense que toute l'opération est brûlée. Il ordonne donc à ses hommes de tuer tout le monde. L'interaction se traduit par une fusillade, les méchants perdants. Finalement, Finch remet des preuves à un avocat pour qu'il puisse envoyer Angela en prison, tandis que la police la trouve attachée avec les gangsters. John Reese doit faire semblant d'être un chauffeur pour entrer en contact avec la prochaine personne que la machine lui indique. Il rencontre une femme nommée Zoe Morgan et fait semblant d'être son nouveau chauffeur. Zoe est prudente, alors elle appelle l'entreprise pour demander si elle lui a vraiment envoyé un nouveau chauffeur. Mais c'est Finch qui répond à l'appel et couvre John. John la conduit à un endroit où elle paie un homme pour obtenir une arme à feu, mais dans son appartement, Finch trouve une autre arme à feu. John commente que la seule raison pour laquelle elle achèterait une deuxième arme à feu, c'est parce qu'elle n'est pas traçable. Zoé change de vêtements, tandis que John la conduit à un événement. Il décide de la suivre car il pense qu'elle pourrait être la coupable. Zoé rencontre un officier de haut rang et lui remet l'arme. Leur conversation révèle qu'un policier a perdu son arme et que Zoé vient de la récupérer pour lui éviter des ennuis. Enfin, John reconduit Zoé chez elle et elle lui dit de la revoir demain. Finch demande à John ce qu'il pense qu'il se passe et ce dernier explique qu'elle est une faiseuse de miracles. Elle fait des faveurs contre de l'argent. Dans un cas comme le sien, il pourrait y avoir beaucoup de gens qui voudraient sa mort. Pendant ce temps, la police retrouve le corps sans vie d'un homme qui était autrefois le principal suspect dans une vieille affaire impliquant une femme morte nommée Marlène Elias. Le dossier d'affaires qui a été volé dans les épisodes précédents lui appartenait. Carter communique avec le détective qui travaillait sur cette affaire, et il révèle pas mal d'informations. Marlène Elias travaillait comme serveuse dans un bar à cocktails appartenant à un parrain de la mafia. Le parrain avait une liaison avec elle, et Marlène voulait qu'il divorce de sa femme. Le parrain en a eu assez d'elle et a engagé cet homme mort pour la tuer à l'époque. Son cas a été acheté par le don, et le tueur a été libéré. Marlène Elias et le don avaient un fils, qui pourrait être celui qui a ordonné le vol du dossier d'affaires et tué le principal suspect dans l'affaire de sa mère. Bientôt, Zoé a des problèmes avec un type nommé Mark Lawson, qui était héritier d'un énorme produit pharmaceutique. Il lui avait fait récupérer un enregistrement montrant son affaire illégale. Et après avoir tué le journaliste qui avait l'enregistrement, il veut maintenant tuer Zoé aussi pour couper les boules lâches. John intervient et sauve Zoé. Alors que Finch se fait passer pour un actionnaire majeur de la société pharmaceutique afin de rencontrer Mark, l'enquête d'Harold révèle que Mark a tué la femme avec qui il avait une liaison. Mais les choses sont un peu plus compliquées. En plus d'avoir une liaison avec elle, la femme était sur le point d'exposer un énorme scandale sur l'un des médicaments de la société. Mark ne pouvait pas laisser cela se produire et a éliminé la fille. John et Zoé pénètrent dans le siège social de la société pharmaceutique et récupèrent des fichiers supprimés de l'ordinateur principal. Finch rassemble les informations et découvre que le nouveau médicament de la société a un taux de mortalité de 3%, ce qui est trop élevé. La société avait testé le médicament sur certaines personnes, mais elles sont toutes mortes maintenant. Très probablement, ils ont payé les autorités pour garder cela sous leur radar, afin qu'ils puissent obtenir l'approbation de leur médicament. Malheureusement, John et Zoé se font prendre alors qu'ils sont attachés. Mark est sur le point de les tuer, mais Zoé dit qu'elle a envoyé une copie du rapport à une personne de confiance. « J'espère que ça ne vous dérange pas. J'ai envoyé une copie à un ami par email. » Mark négocie avec elle,
et Zoé accepte de l'emmener voir le gars qui a le rapport s'il promet de la laisser vivre. Avant de partir, Zoé dit à John qu'il n'aurait pas dû lui faire confiance, alors qu'elle lui glisse un trombone dans les mains. John se libère, tue le gars qui le gardait, puis trouve Zoé pour la sauver. L'équipe des gentils rend publiques les informations qu'ils ont, et la société pharmaceutique est mise hors d'état de nuire, payant enfin pour ses crimes, alors qu'ils se séparent. John dit à Zoé de rester hors de tout problème, mais elle répond que ce n'est pas une option pour elle.